C'est l'un des événements majeurs du conflit en Ukraine ces dernières 24 heures. Un échange de prisonniers surprise qu'on n'avait pas vraiment vu venir et qui avait été annoncé par le président turc Erdogan il y a 48 heures. Eh bien, c'était effectif. 215 soldats ukrainiens libérés en échange de 55 Russes. Alors, on a vu déjà toute la journée des images de ces Ukrainiens qui ont été libérés. On va vous dire dans quelques instants qui ils sont précisément, avec quelqu'un qui les connaît personnellement, qui a vécu avec eux au moment du siège d'Azovstal. Vous vous souvenez de cet épisode tragique ou héroïque de cette guerre. D'abord, les coulisses de cet échange, peut-être, annoncé donc par le président turc il y a 2 jours. On sait exactement, Catherine Gentil, comment ça s'est fait. Par son intermédiaire direct, c'est passé par l'ambassade de Turquie. On ne sait pas exactement. Vous savez, les négociations concernant l'échange de prisonniers, par définition, c'est toujours extrêmement secret parce que c'est particulièrement sensible et donc ça peut capoter s'il y a le moindre grain de sable. Fuite, oui. Exactement, il y a la moindre fuite. Donc en principe, on l'apprend au moment où justement l'échange est en train de se produire. Ce qui est plus... Alors les Turcs, on sait que depuis le début du conflit, effectivement, ils sont un peu dans toutes les négociations sur le blé, au début, quand il y a eu des négociations face à face entre les Russes et les Ukrainiens, c'était aussi en Turquie. Non, ce qui était plus étonnant, effectivement, là, cette fois-ci, c'est que les Saoudiens ont été mis dans la boucle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le degré de sophistication de la négociation sur ces libérations, puisqu'il y a eu à la fois des Occidentaux, qui pourtant y avaient été condamnés à mort, vous vous souvenez, les 2 Britanniques et le Marocain. Donc il y a eu des Occidentaux, des Américains aussi. D'un autre côté, il y a eu effectivement des militaires d'Azov, ennemis jurés dans la propagande russe, qui eux d'ailleurs vont rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit, parce qu'effectivement pour les Russes c'était difficile d'admettre qu'ils les libéraient et qu'ils allaient retourner sur le terrain se battre de nouveau contre l'armée russe. Donc on voit que ça a été des négociations à différents niveaux et qui ont été négociées dans le moindre détail pour savoir qui pouvait rentrer. Les Anglais sont rentrés chez eux, qui pouvait rentrer, qui restait dans la région. Et effectivement, les Turcs, qu'ils aient participé à cette négociation, c'était tout à fait dans la logique des choses. Les Saoudiens, c'est plus surprenant. Est-ce qu'on sait ce qui a rendu les choses possibles, Samantha de Moderne ? Non, alors je sais une chose, c'est que les Ukrainiens ont pris énormément de prisonniers de guerre russes pendant ces derniers affrontements dans la région de Kharkiv, et que l'échange a été relativement déséquilibré d'une certaine façon, parce qu'il y a 200 prisonniers ukrainiens qui ont été échangés pour 55 prisonniers russes, plus Viktor Medvedchuk. Donc on se souviendra, Viktor Medvedchuk est un proche de Poutine et qui était aussi membre du Parlement ukrainien et qui a été arrêté par les Ukrainiens au début de la guerre pour trahison, qui a fuité. Ensuite, il a été rattrapé. On vous en dira plus, effectivement, sur ce personnage tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, lui a fait partie de l'échange. Et c'était lui un petit peu le grand prix des Russes. Le fait que les Russes aient accepté d'échanger 200 Ukrainiens contre 55 Russes plus Medvedchuk donne aussi une image de l'importance de Medvedchuk. C'était vraiment une taupe du Kremlin à l'intérieur du gouvernement ukrainien. C'est vrai, on a l'impression, Pierre Servant, que ce deal n'est pas très équilibré, qu'il est même franchement déséquilibré pour Vladimir Poutine. C'est étonnant d'ailleurs que ça se produise au moment où Vladimir Poutine annonce une escalade dans le conflit. Oui, effectivement, mais je pense que c'est le fruit de négociations très anciennes, parce qu'on parle de négociations autour justement de cet Ukrainien parrain d'un enfant de Poutine, Medvedchuk, depuis déjà plusieurs... Alors, sauf erreur, c'est Poutine qui est parrain d'une de ses filles. Oui. Ah, pardon, autant pour moi. Donc, effectivement, c'est dans ce sens-là. Et donc, effectivement, on en parlait depuis un certain temps, et Poutine souhaitait absolument le récupérer, d'autant plus qu'on avait dit au début du conflit que Poutine comptait éventuellement sur lui pour se substituer à Zelensky et pour être son porte-nez ou son porte-flingue en Ukraine. Donc ça, c'est un classique des échanges. Quand vraiment il y a effectivement, Samantha a raison, une sorte de joyau, entre guillemets, pour une des parties, ça a permis à Zelensky de négocier. Et alors, effectivement, ils vont pas pouvoir, sauf les étrangers, rentrer en Ukraine. Donc ils seront en quelque sorte assignés
à résidence dans des conditions qui ont été aussi négociées avec la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui doivent être de très bonne qualité. Ça permettra à leur famille certainement de venir les voir, mais c'est un événement effectivement qui est important. Et alors pourquoi ça arrive maintenant ? Ça arrive maintenant parce que les négociations se sont nouées et que finalement elles sont un peu, comment dirais-je, ce type de négociation, c'est souvent un peu en apesanteur par rapport à ce qui se passe par ailleurs, parce que les deux parties veulent, c'est important pour le moral des deux côtés, de savoir qu'il peut y avoir des libérations de prisonniers. Moi, je pense que le jour de la libération n'est pas du tout un hasard. Je pense que certainement il y a eu des négociations, mais ils auraient pu être libérés dans quelques jours. Ils ont été libérés le jour où la mobilisation générale a été annoncée en Russie. Pour moi, c'est évident que les Russes voulaient que ça soit un petit peu caché sous les feux de l'annonce de la mobilisation, surtout pour les Russes, parce que les Russes ont quand même, je le répète, il y a eu un échange déséquilibré. Le fait que Medvedchuk soit si important est aussi un aveu que les Russes avaient une taupe à Kiev. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément quelque chose de positif pour l'opinion publique russe. Donc pour moi, la date n'est pas du tout un hasard. Elle a été choisie très clairement pour passer un petit peu... en espérant que ça passerait un peu inaperçu, parce que tout le monde, à cause de l'engouement de la mobilisation. Ça prouve en tout cas, Catherine, qu'il y a des contacts, qu'on se parle d'un camp à l'autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, est-ce que les déclarations un peu de matamor de ces derniers jours laissent augurer ? Oui, alors ça, c'est une bonne nouvelle, pourrait-on dire, parce qu'effectivement, un jour, il faudra renouer le fil de la discussion entre les deux parties pour sortir de cette guerre. Évidemment, c'est absolument pas le moment pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un système qui existe avec les Turcs, avec parfois les Français, avec, donc maintenant on l'a vu, les Saoudiens. Et c'est un puzzle qui s'est mis en place qui permettra le jour J, justement, de faire passer les messages nécessaires quand on voudra de nouveau retourner à la table des négociations et essayer de trouver, comme l'ont demandé d'ailleurs les Chinois aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé à New York aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déclarations, et notamment les Chinois qui ont redit qu'il fallait sortir de cette guerre par la négociation et en respectant l'intégrité territoriale des pays concernés. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que les canaux existent et qu'il est possible de faire passer des messages. Donc ça, c'est vraiment fondamental, même si effectivement, c'est bien sûr prématuré pour parler de la paix. Ce qui est particulièrement symbolique également, Pierre Servan, dans ces libérations, c'est qu'il y a certains chefs du fameux régiment Azov, Oni, ce régiment présenté par les Russes comme étant le symbole du nazisme chez les Ukrainiens, et ce sont des résistants d'Azovstal. C'était il y a quelques mois maintenant. Rappelez-nous ce qui s'était passé à ce moment-là. Alors effectivement, je vais rappeler, puis apparemment il y aurait au moins 5 officiers supérieurs. Donc officier supérieur, c'est lieutenant-colonel, enfin commandant, lieutenant-colonel, colonel, donc des chefs importants qui ont été libérés. Et effectivement, quand ils ont été capturés à l'issue d'une résistance incroyable, donc il faut rappeler Mariupol, donc grande ville portuaire sur la mer d'Azov, qui était la dernière place qui résistait aux forces convergentes de la Russie. Et évidemment, cette capture était cruciale pour les Russes parce que ça permettait de faire tomber complètement la mer d'Azov dans la main de Poutine, ce que j'avais appelé à l'époque la privatisation de la mer d'Azov, donc le vol de la mer d'Azov. Et dans Azovstal, c'est-à-dire une sorte d'énorme complexe industriel avec des zones enterrées, des zones souterraines, des zones souterraines en sous-terre, très importants et des réseaux. Vous avez le bataillon Azov composé donc de combattants extrêmement pugnaces qui déjà en 2014-2015 s'étaient constitués à cette époque pour s'opposer à l'offensive russe et à l'attaque russe, en tout cas sur Mariupol. Et dans ce bataillon Azov, à l'époque, il y avait effectivement certains nostalgiques du nazisme et qui portaient des tatouages de la SS ou des choses comme ça, tatouages qu'on retrouve également chez les Wagner de Poutine. Ce qui fait que pour Poutine, le symbole justement du nazisme vivant en Ukraine, c'était ce bataillon Azov, ce qui explique aussi pourquoi les Russes ont fait passer des images où les combattants, après leur capture, donc ils ont fait une résistance. On a passé des semaines à dire est-ce que Azovstal va tomber, est-ce que Azovstal va tomber. Non, ça ne tombait pas. Les forces spéciales ukrainiennes ont conduit des raids hallucinants à 7 ou 8 reprises, 6 ou 7 reprises. De nuit, ils sont venus ravitailler les combattants d'Azov qui ont continué à combattre.
Les civils, heureusement, ont pu à un certain moment être sortis. On va voir le témoignage tout à l'heure d'une personne qui a vécu avec les combattants, avec des enfants dans les souterrains. Donc c'est une résistance absolument héroïque. Finalement, donc, ils se sont rendus, les derniers combattants se sont rendus, et les Russes les ont déshabillés, photographiés, pour voir les tatouages et identifier, entre guillemets, les nazis. Autre épisode, au mois d'août de mémoire, donc, un certain nombre de ces combattants extrêmement légendaires d'Azovstal, prisonniers, ont été tués, c'est bien le mois d'août, Catherine, je parle au mois d'août, ont été tués de nuit dans la zone où ils étaient, Dans le complexe, dans le complexe où ils étaient, non, dans le, comment dire, ils ont été prisonniers par les Russes, dans la prison que détenaient les Russes. Ils ont été tués. Les Russes ont dit c'est une frappe américaine, etc. Tout ça est bidon. Ce qui est intéressant, c'est de voir si ces prisonniers vont pouvoir apporter des éléments, notamment sur la question de savoir s'ils ont été torturés et si ces prisonniers, une quarantaine, cinquantaine de prisonniers, ont été assassinés de nuit par des explosifs mis dans la zone où ils dormaient pour faire disparaître des combattants qui porteraient les marques trop évidentes des tortures russes. Oui, alors il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, sur ces images, on voit une femme. C'est une autre figure vraiment connue d'Azovstal. On l'appelait le rossignol d'Azovstal. Elle a été filmée chantant une très belle chanson à des prisonniers, pas des prisonniers, à des combattants. Ça a fait vraiment flamber les réseaux. C'est une musicienne connue. Il y a un autre. Elle était également médecin. C'était la médecin. Voilà, c'était une médecin. On voit. Non, elle n'était pas médecin. Il y a une autre qui était médecin, une qui était médecin. Qui est partie, qui a été libérée il y a quelques semaines et qui a témoigné aux États-Unis sur justement la façon dont les prisonniers étaient traités, les tortures, hommes et femmes. Il y a pas mal de femmes qui ont été libérées, certaines étaient enceintes. On ne sait pas de qui, mais on espère pour elles que ce n'était pas le fruit d'un viol. Il y a aussi... on voit un homme avec un bras en écharpe, voilà, sur son bras qui fait comme ça. Il a été photographié par le photographe d'Azovstal qui a envoyé des photos sur son compte Instagram pendant le siège, qui a été primé par lui. C'est lui, voilà, c'est lui. Mais ce qui est intéressant, Pierre a évoqué donc la prison d'Olenivka qui a été bombardée au mois d'août, dans laquelle une cinquantaine de prisonniers Azov sont décédés. Il y a eu un appel pour que le comité international de la Croix-Rouge puisse enquêter sur place, voir ce qui se passe. Les Russes ont dit absolument, il faut que la Croix-Rouge vienne, il faut que les inspecteurs de l'ONU viennent voir ce qui se passe sur place. Pour le moment, personne n'y a eu accès. Et pendant que Raphaël Grossi était à Zaporijie, donc le directeur de l'Agence internationale d'énergie atomique, il y avait un haut représentant de la Croix-Rouge qui était à Kiev, qui continuait à dire « Nous, on n'a toujours pas eu accès à cette prison pour vraiment comprendre ce qui s'y est passé. » Donc, en effet, je rejoins absolument ce que Pierre a dit. Ce sera vraiment intéressant de savoir ce qu'eux auront à dire sur les décès, sur ces 50 ou 55 soldats qui sont décédés. Et on a un peu de mal à joindre notre témoin, pour rien vous cacher, mais on essaie évidemment de continuer à la joindre pour avoir son témoignage, parce qu'elle connaît, elle a vécu, elle a rencontré les gens dont vous nous parlez, et elle va évidemment, on l'espère en tout cas, nous faire partager son expérience et son sentiment ce soir, elle dont le mari est toujours prisonnier, il n'a pas été libéré dans cet échange de prisonniers, échange qui, c'est vrai, on a commencé à en parler, concerne un personnage important, sulfureux, un Ukrainien qui est vraiment, pendant des années, a été l'homme de Vladimir Poutine en Ukraine. C'est vrai qu'il est très proche du président russe. Il s'appelle Viktor Medvedchuk. On va le voir alors en uniforme un peu hagard, loin de sa période, son heure de gloire, parce que cet homme est un multimillionnaire dont la fortune est estimée à plus de 600 millions de dollars, et il a donc demandé à Vladimir Poutine notamment d'être le parrain d'une de ses filles. C'est dire la proximité entre les deux hommes, hein, Catherine. Oui, alors là on le voit en civil, mais sur la photo précédente, on le voyait en uniforme, parce qu'en fait, justement, pour essayer de passer inaperçu au début de la guerre, il s'était déguisé, si je puis dire, en soldat pour essayer de passer la frontière, mais il avait quand même été repéré par les services ukrainiens, et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. En avril, oui. Oui, exactement. Donc, on dit qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre le nombre d'Ukrainiens libérés
contre les Russes parce que Medvedchuk vaut plusieurs militaires à lui tout seul. Mais il y a une autre rumeur aussi quand même qui circule, c'est que les Russes voulaient absolument le récupérer parce qu'il paraît qu'il commençait à raconter un peu trop de choses justement aux Ukrainiens du fond de sa cellule et que, comme le disait Samantha, c'était sûrement une taupe des Russes au sein du système ukrainien. Ça peut être quand même une urgence aussi pour le Kremlin de le récupérer s'il avait un peu tendance à s'épancher et à donner notamment des noms de personnes qui auraient pu travailler pour les Russes contre les Ukrainiens. Donc, soit il a été récupéré parce qu'effectivement, c'est toujours une des cartes de Vladimir Poutine qui rêve peut-être encore un jour de pouvoir mettre un homme à lui et lui, en l'occurrence, à un poste important en Ukraine ou en tout cas dans les territoires qui seront sous le contrôle de la Russie, ou alors ça devenait urgent parce qu'effectivement, il commençait à flancher et à trop parler. Ça paraît compliqué d'imaginer qu'il puisse jouer un rôle dans l'avenir de l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, Samantha de Banderne, c'est l'un des hommes les plus détestés du pays. Ah oui. Oui, mais ça ne l'empêcherait pas d'avoir un rôle en Ukraine si l'Ukraine est totalement contrôlée et subjuguée par la Russie, ce que je ne crois pas du tout va arriver. Je pense que là, la façon dont les choses sont en train de se développer, jamais les Ukrainiens ne se rendront. Et je pense que la communauté internationale n'acceptera jamais que la Russie gouverne l'Ukraine de façon directe ou indirecte. Pierre Servan. Oui, je partage tout à fait le point de vue de Samantha. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour le président Zelensky, c'est important cette libération parce que justement il y a eu vraiment autour d'Azovstal, autour du bataillon Azov, une tension, je dirais, nationale du pays. Et donc le fait qu'il soit parvenu à faire libérer autant de prisonniers, même s'il y en a encore certainement d'autres qui sont capturés, je dirais dans le cycle victorieux et positif dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est évidemment un événement important. Cet échange de prisonniers, événement important avec l'arrivée de Viktor Medvedchuk à Moscou, qui peut être interprété peut-être aussi par les Russes, Samantha de Banderne, de la part de Vladimir Poutine, comme un événement qui dit, voilà, moi je protège les miens, je protège mes proches, et pendant ce temps-là, j'envoie 300 000 personnes au front. Les Russes, ils peuvent réagir comme ça ou bien pas spécialement ? Je ne pense pas que cet échange de prisonniers ait eu beaucoup d'écho en Russie. Et je rejoins totalement ce que Catherine a dit. C'est que je crois que les Russes avaient vraiment envie de le récupérer pour pas qu'il commence à trop parler. Donc je crois vraiment que c'est ça. Et je ne pense pas qu'il sera accueilli les bras ouverts avec caviar et champagne à son arrivée à Moscou. Alors ça peut être aussi un message pour tout ce qu'on avait un peu commencé à aborder hier, pour tous ces pauvres oligarques dont certains tombent malheureusement par la fenêtre régulièrement ces derniers temps ou se suicident d'une manière tout à fait surprenante. Là, au moins, Vladimir Poutine pourra dire qu'il a récupéré un des oligarques qui est censé être proche de lui, si en effet il n'a pas trop parlé aux Ukrainiens ces dernières semaines, et pour dire qu'effectivement, parce qu'il a absolument besoin des oligarques encore aujourd'hui, bien évidemment, Vladimir Poutine. Donc avec cette épidémie mortelle de ces derniers temps, c'était peut-être bien aussi de donner un gage en disant, vous voyez, lui c'est un des oligarques qui était proche de moi, et je l'ai fait sortir d'Ukraine, ce qui justifie qu'en contrepartie, j'ai accepté de faire libérer des hommes d'Azov qui étaient quand même les pires ennemis de la Russie, d'après ce que disait le Kremlin dès le début de la guerre. Il y a aussi eu pas mal d'échanges diplomatiques aujourd'hui avec l'Assemblée générale des Nations unies qui se poursuivait. Écoutez cet échange à quelques minutes d'intervalle entre les ministres des Affaires étrangères américains et russes. Un homme a commencé cette guerre, un homme peut y mettre fin. Car si la Russie cesse le combat, alors la guerre prendra fin immédiatement. Mais si l'Ukraine cesse le combat, alors c'est la fin de l'Ukraine. Il faut dire au président Poutine de mettre fin à la guerre qu'il a commencée. C'est dans son intérêt. L'impunité est ce qui se passe dans ce pays depuis 2014. La russophobie, les néo-nazis et les personnes russophobes sont arrivés au pouvoir. Et depuis ce moment, c'est le chaos. Alors autant, Pierre Servan, il y a un discours assez offensif d'Antony Blinken qui dit Vladimir Poutine ne peut pas s'en tirer comme ça, qui semble pousser évidemment une solution juridique, un procès pour l'après. En revanche, du côté de Sergueï Lavrov, il n'y a pas eu de surenchère aujourd'hui, il n'y a pas eu d'escalade par rapport à ce qu'a dit hier Vladimir Poutine. Faut dire que déjà, Vladimir Poutine, en bon joueur de poker menteur, il a un peu fait tapis en mettant le maximum de mise sur la table.
Donc Lavrov pouvait difficilement en faire plus. Sur ce que dit Blinken, enfin ce que disent les Américains, vous vous souvenez qu'au début du conflit, Joe Biden avait une phrase pour dire il faudra que Poutine dégage. Non, la formule était un peu différente, mais ça voulait dire ça. Finalement, on y est d'une certaine façon. C'est-à-dire que même si certains évoquent des négociations, qu'il faudrait bien un jour négocier, ça paraît à mon sens impossible de négocier avec ce personnage qui est devenu un criminel de guerre. Alors vous direz, dans l'histoire, il est arrivé parfois de négocier avec des longues cuillères avec le diable, mais là, ça paraît quand même très très compliqué. Et puis surtout, ce qui me frappe beaucoup, c'est la séquence de ces derniers jours. Il va en Ouzbékistan, Samarcande. Il est plutôt mal reçu, c'est-à-dire que toute l'analyse des signes diplomatiques en termes de prévenance, d'accueil à l'aéroport, etc., c'est plutôt service très 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 minimal. Par ailleurs, les messages qui sont envoyés dans cette enceinte, c'est de dire, bon, il faudrait peut-être quand même que tu te calmes, que tu règles cela, mais quand les Turcs, les Indiens, les Chinois, d'une certaine façon, lui disent ça, ils ne lui disent pas nucléarise l'Ukraine pour aller plus vite. À mon sens, c'est plutôt le contraire, de dire mets un peu d'eau dans ton vin, trouve un moyen terme, etc. Qu'est-ce que fait Poutine quelques jours après ? Lui, il fait tapis, il met tout sur la table et il monte aux extrêmes. En menaçant du nucléaire, en annexant, donc en faisant monter la menace nucléaire, il fait exactement le contraire. Donc, vraiment, c'est une politique de gribouille, une fuite en avant, et je pense qu'il se retrouve de plus en plus seul. Donc la question qui a été posée au début de l'émission, c'est est-ce que la population progressivement va le lâcher ? Mais déjà sur le plan international, regardez le fait par exemple que la Corée du Nord tout d'un coup fasse marche arrière sur les histoires de livraison d'obus et de munitions, alors qu'on prêtait à la Chine le fait d'avoir joué cette carte-là. La Turquie, qui également prend des mesures, dans le même temps où la Turquie négocie pour la libération, elle a, rendu plus difficile pour les citoyens russes l'accès à certains crédits. Donc je pense que c'est un personnage qui s'est mis dans une seringue et la seringue est en train de le broyer. Et les choses vont continuer à évoluer. Bien sûr, on suivra cette évolution tous les soirs dans Un œil dans le monde, tout comme Éric Brunet et Julia Mette. On va la suivre dans quelques instants. Bonne fin de soirée à tous.